propriétaire, je suis propriétaire, je suis propriétaire, je suis propriétaire, les gars. Bonjour à tous. Une info intéressante, c'est qu'on a, on a ouvert les inscriptions, puisque les gens se sont inscrits pour venir. Et au bout de 16 heures, il y avait 900 demandes déjà. Sachant qu'ici, on peut mettre 300 personnes, mais si on avait voulu, je pense qu'on aurait pu, sur ce sujet qui intéresse visiblement beaucoup de monde, on aurait pu avoir entre 1000 et 2000 personnes, ce qui est quand même un signe, quoi. Donc nous sommes là à l'origine pour une conférence de Mathias Cardet à propos de son livre sorti récemment qui s'appelle, titre un peu, je dirais, spectaculaire, L'effroyable imposture du rap, qui est une allusion au titre du livre de Thierry Messant, pour ceux qui n'auraient pas compris. Voilà. Moi, je suis là uniquement pour présenter Mathias, car je suis l'éditeur du livre. Voilà. Donc, comme c'est sur un sujet qui est à la fois un sujet politique, artistique, émotionnel assez complexe, il est normal que ceux qui en parlent soient ceux que ça touche et qui le vivent, hein. Et sachant que le rap n'est pas ma génération, c'est à la fois Mathias qui va en parler et Mathias que je viens donc de présenter, qui est quelqu'un qui est de l'époque du rap, contrairement à moi, va aussi vous présenter Joe, ici présent. C'est Mathias qui a tenu à ce qu'il soit aussi présent, donc je vais laisser Mathias présenter Joe. Voilà. Bon, bah déjà, bonjour à tous. Hein. Ouais, mais donc en fait, j'ai tenu à ce que Joe Dalton soit là, parce que fallait quand même qu'il y ait la légitimité pour parler sur ce sujet. Déjà pour éviter un petit peu tous les malentendus qu'il pourrait y avoir par rapport au titre. Et donc moi, ce que j'ai voulu faire, c'est qu'au niveau de la conférence, essayer d'expliquer un petit peu les processus de domination qui se découlent derrière cet art contestataire. Donc une partie très théorique. Et puis après, j'avais besoin de la présence de Joe Dalton pour qu'il nous fasse la partie pratique, étant donné que c'est la personne qui a vraiment vécu tout ce que moi j'explique un petit peu dans le livre. Il a connu les acteurs personnellement, que ce soit même les acteurs américains et les acteurs français. Et donc voilà, donc cette conférence, elle se fera en deux parties. Une première partie très théorique, où je ferai un exposé historique du rap, de ce qu'on appelle le rap, du début jusqu'à maintenant. Et puis une partie pratique faite par le grand frère Joe, en sachant en plus qu'à la fin, vu que ce n'est pas du tout un livre de destruction, à la fin, il y aura des propositions et peut-être des perspectives d'avenir positives qui seront mises en place par Joe. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose. Ouais, déjà. Juste vous dire bonsoir. Et merci d'être venus aussi nombreux. Et j'espère qu'on va bien partager ensemble. Voilà. Donc, petite précision, après les exposés, il y aura évidemment, parce que les gens aiment bien intervenir, il y aura un jeu de questions-réponses comme toujours, c'est-à-dire que vous pourrez poser les questions que vous voulez à qui vous voulez, et puis on s'efforcera d'y répondre du mieux qu'on peut. Voilà. Maintenant, c'est à Mathias de commencer. Mais voilà, je commence. Donc déjà, je vais essayer de revenir aux origines du rap, parce que c'est vrai qu'en général, quand on demande à n'importe qui, n'importe quel jeune, vous demanderez à tout le monde d'où est-ce que vient le rap, la majorité des gens vous diront oui, voilà, vaguement que le rap vient des ghettos américains, sans connaître un petit peu comment est-ce que le rap est arrivé. Alors moi déjà, je voudrais mettre une chose au point, c'est que la première imposture déjà du rap, c'est que nous, ce qu'on appelle le rap, c'est-à-dire le rap game, pour moi, n'est pas ce qu'on pourrait dire le vrai rap. Voilà. Il faut savoir qu'il y a un vrai rap qui existe. Un vrai rap qui existe déjà, qui est la continuité des grands mouvements et des grands courants musicaux noirs qui viennent du blues, du jazz. Et ce mouvement rap, en fait, ça s'appelait les spoken word. Le spoken word qui a été lancé dans les années 60 par un groupe qui s'appelait les Last Poets,
dont le leader était Felipe Luciano, qui était un éminent activiste politique, qui était des Young Lords et qui était proche des Black Panthers. J'y reviendrai. Il y a eu comme rap dans les années, au fin des années 60, un disque de rap fait par un homme qui s'appelait Hubert Brown. Hubert Brown, qui était un activiste politique de la SNCC, qui était le mouvement qui a fondé le terme Black Power, et puis après qui a été porte-parole des Black Panthers, et qui avait fait un disque qui s'appelait le CNCC's Rap, et donc dans lequel où il y avait quand même toute la dimension intellectuelle, la dimension artistique, la dimension authentique de la contestation et de la souffrance noire. Et puis il y a aussi le grand et fameux Gil Scott-Heron, voilà, qui a été pour moi le premier, vraiment l'un des plus grands on va dire rappeur de tous les temps, qui avait fait la révolution de ce rap télévisé, un très gros afro-penseur. Donc il faut savoir que ce rap-là existe. Mais l'imposture qui s'est passée, en fait, c'est de faire croire que le rap qu'on nous a vendu était issu de ce courant-là. Donc moi, c'est cette histoire que je vais essayer d'un peu de raconter. Donc, il faut savoir, déjà, on est dans le bouquin, je remonte à la marche de 63. La marche de 63 où à Washington, c'était une marche que tout le monde connaît avec le I Have a Dream de Martin Luther King. Une marche de la contestation noire, pardon. Une marche de la contestation noire où il y avait d'un côté les intégrationnistes, avec la NAACP, avec Martin Luther King, avec les leaders chrétiens. Et d'un autre côté, ceux qu'on pourrait dire les contestataires un peu séparatistes, avec la SNCC, avec la Nation of Islam. Et donc, cette contestation qui était protéiforme, mais qui était plus ou moins divisée, s'est formée autour d'une cause commune qui était la guerre du Vietnam. Pourquoi? Parce que la guerre du Vietnam était, comme je dis dans le bouquin, une guerre voulue par des Blancs contre des Jaunes, faite par des Noirs, en fait. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une loi qui a été faite par un sénateur américain qui s'appelait Robert McNamara, qui avait fait une loi 100 000, qui proposait d'incorporer l'essentiel des gens des quartiers populaires pour participer à la guerre du Vietnam. Et étant donné que la plupart des gens des quartiers populaires, c'était les gens des ghettos, c'était les Noirs. Donc les Noirs étaient non seulement aux premières loges et dans le front de la guerre du Vietnam, et c'était évidemment les plus massacrés. Et c'est vraiment cette situation difficile pour les Noirs américains qui a provoqué un consensus entre justement les séparatistes et les intégrationnistes. Et effectivement, ce consensus était dangereux pour l'établissement américain, qui justement, du fait de cette comment dirais-je, collusion et de cette alliance entre l'ensemble du spectre de la contestation noire, qui a décidé de porter un coup fatal à cette contestation. Alors, elle s'est passée en deux points, on peut dire. Il y a on va dire le cyanure et le marteau, hein, grosso modo. Alors, le marteau, c'était le mouvement, un programme politique qui a été fait par un sénateur, par un agent du FBI, l'agent Hoover, en fait, le chef du FBI, pardon, qui a fait un programme qui s'appelle le programme COINTELPRO. Alors, le programme COINTELPRO, c'est un programme d'une officine du FBI qui était faite pour évidemment déstabiliser la contestation noire et à l'époque la contestation la plus dangereuse, la plus efficace, qui sont les Black Panther Party. Les Black Panther Party de UN Newton et de Bobby Seale. Alors pourquoi les Black Panther Party étaient les plus dangereux? Parce que c'était non seulement les plus intelligents, les plus subversifs. Il faut savoir que UN Newton était un homme qui avait énormément lu, énormément étudié les luttes africaines et qui proposait, et par ailleurs, qui avait aussi étudié les luttes maoïstes. Donc c'était quelqu'un qui proposait une alliance inédite entre le substrat, l'essence des combats des luttes africaines, avec en parallèle le meilleur de l'outil marxiste. Pardon. Et donc, en sachant en plus que c'était quelqu'un qui avait énormément de charisme, et voilà, qui avait une imagerie, c'est-à-dire avec le poing noir levé, les habits de noir, etc. Donc, c'était la contestation. Les Black Panthers, c'était les plus dangereux. Donc, du coup, c'est pour ça que... Et c'était les plus influents, pour le coup. Même si en parallèle, il y avait des grands mouvements comme la SNCC, de Stokely Carmichael, l'homme qui a théorisé le Black Power.
Néanmoins, ça a été les Black Panthers qui ont été les plus populaires, notamment avec les JO de 1968, avec les athlètes américains qui avaient levé le poing à la face du monde. Donc, c'était important, dans le cadre du marteau pour l'établissement, de détruire cette contestation. Et ils ont fait justement ce programme politique Cointelpro. Alors quand je dis ça, je ne suis pas dans le complot. Il faut savoir que là, on est en 2013 et les dossiers ont été déclassifiés. Donc c'est pour ça qu'on a pu avoir accès aux informations et qu'on peut se permettre de dire ce que beaucoup d'afro-penseurs et beaucoup de leaders pensaient à l'époque, disaient à l'époque, sans preuve. Donc là, on a quand même des faits qui nous démontrent que tout ce que je raconte, en fait, est facilement vérifiable. Donc, comment s'est passée l'opération Cointelpro? Cointelpro, ils avaient un arsenal juridique, un arsenal financier et un arsenal armé conséquent. C'était des faux procès, c'était l'infiltration de la contestation, enfin des Black Power, et puis aussi c'était des Black Panthers, pardon, et c'était aussi des meurtres. Donc les coups portés ont été immenses, à tel point que le leadership des Black Panthers a été diminué. Huey Newton s'est fait arrêter pour une affaire bidon, Bobby Seale s'est fait arrêter pour la même chose. Et donc, il y a eu un problème de leadership au niveau du Black Panther. Et on verra par la suite que cette faiblesse, en fait, cette déstabilisation du Black Panther Party a permis l'infiltration de ce que j'appelle le cyanure, c'est-à-dire la deuxième arme de l'établissement. Et alors, ce qui est aussi intéressant à savoir, c'est que Hoover, à l'époque, toujours dans ce cadre de dossier déclassifié, avait théorisé ce qu'on appelle le Black Messiah, c'est-à-dire le Messie noir. Le concept il y a une note qui a été retrouvée qui date de 1968, dans laquelle Hoover expliquait que la meilleure méthode pour essayer d'éteindre les leaders contestataires et les révolutionnaires, c'était de mettre en avant des faux leaders de l'industrie du divertissement et du sport. Donc déjà, d'entrée, on a un petit peu l'ADN de ce que va être après le rap game. Donc c'est-à-dire toujours mettre en avant des faux révolutionnaires, des faux combattants, pour justement éteindre les vrais. Donc ça a été un truc qui a été théorisé par Hoover déjà dès 68. Donc dans le cadre du cyanure maintenant, du fait de ce qu'on a vu des coups portés par Cointelpro, il y a eu l'infiltration du mouvement Black Panther Party par ce qu'on appelle les libéralo-libertaires, c'est-à-dire la gauche bohème américaine, qui s'appelait la New Left, la nouvelle gauche. Et cette nouvelle gauche, en fait, a été portée, pensée et théorisée par un homme qui s'appelait Herbert Marcuse. Alors Herbert Marcuse était un penseur allemand qui est héritier de l'école de Francfort, qui a théorisé ce qu'on appelle le freudo-marxisme. Alors le freudo-marxisme, c'est un dévoiement du marxisme. C'est, comment dirais-je, la révolution passera par la sublimation du moi, la sublimation du plaisir. C'est-à-dire, grosso modo, passera par la libération des pulsions sexuelles et puis aussi par des plaisirs addictifs, c'est-à-dire la drogue, c'est-à-dire tout simplement l'apologie du sexe et de la drogue. Et c'est Herbert Marcuse qui sera, pour ceux qui ça va plus vous parler, c'était le penseur qui était derrière le mouvement hippie, le fait l'amour pas la guerre, durant la guerre du Vietnam. Et donc, ce penseur Herbert Marcuse a justement formé de nombreux gauchistes, de nombreux gauchistes de la bourgeoisie américaine. Et ce sont ces gens-là qui, par négrophilie, entre autres, se sentant proches du combat des Black Panthers qui, eux, à l'époque de Huey Newton, ne voulaient pas de collusion, avec, à tort ou à raison, mais en tout cas, ne voulaient pas de collusion avec cette bourgeoisie-là, parce qu'ils voyaient un peu à terme les effets néfastes. Malheureusement, du fait de son absence, il y a eu de plus en plus l'infiltration pour des gens qui proposaient, des alliances qui proposaient d'apporter quelque chose pour la cause noire. Il y a eu l'infiltration de cette gauche-là et donc de cette idéologie-là de Marcuse qu'on appelle le marcusianisme, qui est tout simplement, le marcusianisme, c'est l'apologie du plaisir. Il faut toujours retenir ça, c'est-à-dire la révolution hédoniste. La révolution passera par le plaisir. Il faut toujours prendre ça en considération. Et le meilleur exemple de cette infiltration se fait par une personne qui est historique, qui s'appelle Angela Davis. Alors Angela Davis, c'était, comment dirais-je, l'une des meilleures élèves, du fait de son parcours, l'une des meilleures élèves de Marcuse.
Donc femme, féministe, communiste et marcusienne. Et énormément charismatique, parce qu'il faut aussi du charisme. Et très belle. Et donc, du fait du problème de leadership des Black Panthers, et du fait aussi de son côté du talent de Angela Davis, appuyé par l'infiltration de gens de la gauche comme David Horowitz des Black Panthers, effectivement, Angela Davis va faire ce qu'on dit une révolution de palais au sein du mouvement Black Panther. C'est-à-dire infiltrer par le haut, injecter par le haut l'idée que la révolution peut passer, on peut allier révolution armée d'un côté et aussi la révolution marcusienne par l'autre, c'est-à-dire une alliance totalement impossible. Mais elle a pu, du fait de son soutien, parce qu'elle a été soutenue par la bourgeoisie, toute la bourgeoisie mondiale, elle a été soutenue des États-Unis jusqu'en France par des gens comme Jean-Paul Sartre, entre autres, en passant par Mick Jagger. Elle a infiltré, injecté cette idéologie-là au sein des Black Panthers. Alors pourquoi j'y viens ? Pourquoi je reviens dedans ? Parce que une fois que Huey Newton est sorti de prison, Huey Newton, il va tout de suite être récupéré par l'un des représentants justement de cette gauche bohème. Il va être récupéré par un homme qui s'appelle Bert Schneider. Bert Schneider, qui était le pape de la contre-culture, un marcusien, et qui était le producteur du film Easy Rider. Et donc, ce Bert Schneider va, toujours lui aussi par soi-disant négrophilie, va prendre sous la main Huey Newton et va le faire grosso modo tomber dans la drogue, etc., les femmes, etc. Toujours en plus, en justifiant en fait ce comportement de débauche par l'idéologie marcusienne, c'est-à-dire tu peux baiser, tu peux te droguer, mais ça sera toujours bon pour la révolution. Voilà. Et donc ensuite, ce qui se passe, c'est que malheureusement, c'est que le public, les gens, l'immensité des grands combattants, du peuple afro-américain n'a pas vu cette révolution de palais. Donc, ce qui se passe, c'est que quand malheureusement Huey Newton est aussi coopté par Angela Davis, propose cette change justement de discours, les gens ne se rendent pas compte que le Huey Newton de 1968 qui tombe et le Huey Newton de 72 qui sort n'est plus la même personne. Et eux vont se mettre à suivre Huey Newton en pensant évidemment que c'est le même. Et donc là, on arrive, je vais aller un petit peu vite, là on arrive à un homme qui s'appelle Afrika Bambaataa. Et Afrika Bambaataa, c'était on est en 73. Afrika Bambaataa, c'était un ancien membre de gang du Bronx, chef de gang, d'un gang qui s'appelait Black Spades, qui en avait marre effectivement de voir l'essentiel de la population, des Afro-Américains des ghettos se tuer entre eux. Et donc, lui, qui était un lecteur assidu des écrits des Black Panthers et qui suivait énormément les Black Panther Party, qui suivait énormément Angela Davis, lui va penser, du fait, malheureusement pour lui, de l'infiltration de Marcus dans les années 60, qu'on peut proposer une révolution avec un hédonisme quel qu'il soit. Et c'est avec ce logiciel-là qu'il va faire la Zulu Nation, dont les slogans est Love, Peace, Unity and Having Fun, amour, paix, unité, ayant du plaisir, qui sont des codes et le catéchisme du marcusianisme. Et donc, malheureusement, étant donné que l'acte fondateur de ce qu'on appellera le rap est la Zulu Nation, on le verra par la suite, malheureusement, le verre était déjà dans le fruit. Mais c'est pour ça que ce qui est important de préciser, c'est qu'il y a par ailleurs le vrai rap qui est là, qui existe, comme je l'ai expliqué, depuis 68, depuis 67, depuis 69, depuis 70. Ce rap-là qui est la suite des traditions africaines, cette musique de la douleur, cette musique de la souffrance du peuple noir. Ce rap-là existe. Mais malheureusement, on verra par la suite, il va être totalement étouffé, il va être récupéré dans le sens où ce rap-là va être, on va appeler rap, le rap qu'on verra plus tard, le rap de Jay-Z, on appellera du même nom rap ce rap-là, et le rap originel de la contestation noire de Gilles Scott-Heron. Et donc, je vais essayer de faire un peu plus vite. La Zulu Nation, portée par Afrika Bambaataa, va trouver un support. Parce que il faut savoir que cette musique était contestataire. La musique de Gilles Scott-Heron, c'est une musique de niche. Parce qu'étant donné qu'elle était assez subversive,
c'était le rap, ce qu'on appelle le rap. Le rap est subversif, le rap a une dimension de résistance, une dimension d'exprimer la souffrance du peuple noir. Ce rap était forcément peu écouté, peu entendu. Et donc, le rap qu'on va entendre, malheureusement, lui sera porté par ce qu'on appelle la gauche bohème de Manhattan. Parce que c'est la gauche bohème de Manhattan à New York qui est propriétaire des réseaux officiels de la contre-culture. C'est-à-dire les presses spécialisées, les radios spécialisées, etc., etc. Et donc, du fait, pour ceux qui vont plus détailler, il faudra qu'ils lisent le livre, du fait de la collusion du milieu, des gens comme Basquiat, qui ramèneront justement des gens comme Bambaataa dans les soirées des années 70, des fins des années 70. Alors les soirées, on va dire marcusiennes, c'est-à-dire les soirées avec Andy Warhol, avec voilà, les Malcolm McLaren, etc., etc., avec les Glenn O'Brien, qui est un dandy, patron de GQ. Du fait de la collusion, effectivement, idéologique, parce que lorsque cette bourgeoisie-là de Manhattan va rencontrer l'Africain Bambaataa, va s'encanailler avec Africain Bambaataa dans ces soirées-là du Studio 54, etc., du Leviticius et du Roxy dans la fin des années 70, évidemment, ils vont se reconnaître dans le discours de Bambaataa, étant donné que Bambaataa, lui, son discours est porté par le marcusianisme, qui est lui-même l'idéologie dominante de cette bourgeoisie-là. Donc, ce qui va se passer, c'est que ce rap-là va être porté. Ce rap-là va être le rap que l'on connaît, malheureusement, le rap game que l'on connaît, vient d'en haut. Parce que le vrai rap, le rap de la contestation noire, de la souffrance, lui a toujours été confidentiel et a été toujours porté par des réseaux parallèles. Alors que le rap comme l'on connaît, comme on l'a connu, a été porté par l'accointance entre la Zulu Nation de Bambaataa, je schématise, avec cette gauche marcusienne bourgeoise de New York. Et donc, ce qui va se passer, c'est que le premier, comme exemple, il faudra voir le premier single rap qui est, rap game, qui est Sugar Hill Gang. Sugar Hill Gang qui va être mise en place par un label qui s'appelle Sugar Hill Records, une femme qui s'appelle Sylvia Robinson, une femme noire. Mais malheureusement, ce titre a été porté par, évidemment, il suffit de voir les clips, et puis aussi porté par les réseaux de la contre-culture officielle, c'est-à-dire de cette gauche-là, qui mettra en avant ce morceau-là. Un groupe, sachant en plus que c'est un groupe qui était un boys band, c'était un groupe qui ne se connaissait pas avant d'enregistrer le morceau, et qui était aussi financé en sous-main par le clan Genovese, c'est-à-dire le clan de la plus grosse mafia new-yorkaise. Donc, le rap game, contrairement au vrai rap, était déjà d'entrée coopté par la mafia du bas, on va dire, classique, la mafia genovese, et la mafia du haut, celle de la bourgeoisie libertaire des années 70. Et donc, on arrive après à la France. J'ai fait un intermède avec la France. Ce qui se passe, c'est que dans ces soirées cosmopolites, il y a 3 personnages qui vont être très importants dans l'apport du rap en France. Alors ces 3 personnages-là, que Joe connaît et qu'il en parlera plus tard, ce sont Bernard Zécry, Laurence Twitou et Sophie Bramley. Alors pourquoi Bernard Zécry? Parce que ce qui se passe, c'est que Bernard Zécry, qui était un correspondant officiel du magazine Actuel, on va dire le Technicart de l'époque, va évidemment, comment dirais-je, dans un cadre de toujours rechercher les nouvelles cultures, voilà, qui pourraient nous vendre, c'est-à-dire le next big thing, excusez-moi, va se fasciner pour cette culture noire, mais cette culture noire, je répète, des boîtes de nuit. C'est pas la culture noire du Gilles Scott-Heron ou voilà de la vraie conscience des afro-penseurs. Non, il va être fasciné par ces noirs qu'on rencontre dans ces soirées consanguines de la bourgeoisie libéralo-libertaire. Et donc, étant donné qu'il va apprécier il va tomber amoureux de cette culture-là, il va effectivement proposer de faire une tournée en France pour essayer de présenter au public français, à la banlieue, cette nouvelle culture. Cette culture, je répète, grosso modo, une culture qu'il a découverte dans les boîtes de nuit. Pas la culture traditionnelle qui remonterait au griot africain, qui remonterait au guerrier africain, et qui remonterait au blues, au jazz et au vrai rap. Non, ce qui nous mettra en avant, c'est une culture, justement, portée par le marcusianisme,
et qu'il a rencontré dans les boîtes de nuit. Et ils vont faire une soirée qui s'appellera, une tournée qui s'appellera le New York City Paris Tour, qui se fera à partir des 82, je crois, et qui sera évidemment sponsorisé par Libération et Europe 1 de Philippe Gildas. Gildas, fraîchement nommé depuis l'éviction de Moujotte, déjà là, suite à l'élection de Mitterrand. Et c'est d'ailleurs c'est justement parce que cette gauche libéralo-libertaire est au pouvoir en France, c'est-à-dire là, comment dirais-je, le seul grand pays occidental où cette gauche est au pouvoir. C'est pour ça que le rap prend ce rap game-là est amené en France, et uniquement pour cette raison. Et c'est pour ça que maintenant le rap est grosso modo, je crois, le deuxième plus gros marché de rap au monde, enfin je crois. Et donc, ce qui se passe, c'est que ce qui est marrant, c'est que, alors, c'est pas uniquement le rap, c'est vrai qu'il va mettre en avant, alors je veux pas essayer de faire chier les gens, mais c'est vrai qu'il y a la culture hip-hop qui n'a rien à voir avec le rap, parce que la culture hip-hop est pluridisciplinaire, qui prend de la danse, qui prend du graphe, du DJing, etc., etc. Donc là, je schématise vraiment. Donc c'est vrai que c'était pour mettre en avant cette culture hip-hop. Et donc, ce qui est amusant de constater, c'est que au niveau de la tournée, il le fait dans un premier temps, ils le font dans l'hippodrome de Pantin, c'est un semi-flop, pour essayer d'avoir les gens des quartiers populaires, parce que les gens des quartiers populaires à l'époque n'écoutent pas ce rap-là, ils sont pas intéressés. Il le fait au Bataclan, qui était le temple des danseurs à l'époque. Là, ça prend en partie parce que c'est vrai qu'il amène le Rocksteady Crew. Rocksteady Crew, c'est des gens quand même qui ont amené voilà, le break et une forme de danse totalement novatrice et dans une dimension artistique assez exceptionnelle. Et là où ça cartonne, bah, c'est au Palace. Voilà. Donc ça cartonne au Palace sous l'égide de l'inévitable Jack Lang. Et donc évidemment, ça prend, et puis évidemment, à ce moment-là, on constate un petit peu que dès le départ, ils ont essayé de nous imposer, essayer d'imposer au quartier populaire ce rap dévoyé, et ça n'a pas pris, parce que les gens des quartiers populaires n'étaient pas dupes. Il faut savoir qu'on est dans un contexte aussi où il y a eu la marche pour l'égalité en 81, c'est-à-dire une marche, c'était une révolte des immigrés d'origine maghrébine, voilà, qui étaient révoltés sur la situation de paupérisée des quartiers, et qui avaient mis en avant une marche pour l'égalité avec des revendications légitimes. Et ce qui va se passer après, c'est une totale récupération du Parti socialiste, justement, de la contestation. Là, on va pas dire contestation noire, on va dire de la contestation des jeunes immigrés des quartiers populaires. Ça va commencer par la récupération de la marche pour l'égalité, qui va être infiltrée par des mouvements antiracistes et qu'il appellera la marche pour les beurs. Et puis, ça sera aussi la création de SOS Racisme, Touche pas à mon pote, mon cul sur la commode, tout ça. Et voilà. Et donc, ensuite, ce qui va se passer, c'est que... Ensuite, ce qui va se passer, c'est que une fois qu'ils ont essayé de nous imposer ce truc-là, il va avoir une émission phare qui s'appellera l'émission hip-hop. Alors l'émission hip-hop, c'est une émission de danse qui était tous les mercredis sur TF1. Ce qui est amusant de savoir, c'est que l'émission hip-hop est produite par Marie-France Brière. Marie-France Brière qui était directrice des programmes, qui va essayer d'imposer cette émission-là, qui était auparavant programmatrice sur une radio qui s'appelait Radio 7, et elle avait Sydney comme animateur. Mais la productrice de cette émission, ça sera Laurence Twitou. Cette Laurence Twitou qui faisait partie des Happy Few des années 70, qui était l'amie de Bernard Zécry et de Sophie Bramley. Donc c'est cette femme-là qui va produire l'émission hip-hop, et c'est Sophie Bramley qui est la troisième personne qui sera directrice artistique de l'émission. Mais ce programme, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'a pas pris tant que ça. C'est-à-dire ça n'a pas marché super longtemps. Ce qui est amusant aussi en parallèle de constater, c'est que la productrice de cette émission, Marie-France Brière, sera en parallèle productrice de l'émission Ambition de Bernard Tapie. Donc on voit un petit peu les accointances. En fait, ceci explique peut-être cela. Et donc, ça ne prendra pas tant que ça, mais c'est vrai que c'est la danse qui va déjà, dans un premier temps, énormément prendre en France. Voilà. Et donc ensuite, là, je reviendrai au rap français un peu plus tard. Donc là, on est aux États-Unis. Aux États-Unis, le mouvement Zulu Nation, il s'essouffle.
Et on a, parce que Ronald Reagan, parce que les Chicago Boys, parce que la situation devient de plus en plus dure, parce que apparition du crack dans les quartiers populaires, dans les ghettos afro-américains, totale paupérisation, situation quasiment génocidaire, on va dire, dans les ghettos américains, ce qui fait que l'heure n'est plus trop à la fête. Et c'est vrai que l'idéologie Zulu Nation marcusienne, effectivement, elle peut pas tenir face au principe de la réalité, quoi. Donc, l'heure n'est plus d'aller en boîte de nuit, etc., etc. Et là, il y a l'essor d'un homme qui était très important, qui s'appelle Russell Simmons. Russell Simmons, qui était un noir qui fréquentait ces soirées-là et qui était promoteur, effectivement, promoteur de soirées. Il va produire le groupe de son frère, qui s'appellera Run DMC. Il produira un single qui va énormément marcher. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui va être le premier à comprendre, comment dirais-je, la principale qualité, les principaux intérêts et comment dirais-je, caractéristiques du rap game. C'est-à-dire, il va marketer totalement le groupe de son frère Run DMC en se basant sur une imagerie de gangster, c'est-à-dire avec chapeau noir, chaussures non lacées, grosse chaîne en or, tout en ayant en parallèle, c'est-à-dire tout en ayant en parallèle un discours creux et démagogique. En gros, c'est essayer de plaire aux Afro, aux Noirs américains, tout en ne faisant pas énormément peur à la bourgeoisie. Et donc, ce single, il va sortir un 2 titres qui va cartonner. Et Sucker MC et It's a Tricky, je crois, un truc comme ça, qui va cartonner. Mais les ambitions de Russell Simmons sont autres, c'est d'être le nouveau Berry Gordy, c'est-à-dire de faire de la musique de noir pour les blancs, grosso modo. Et donc, dans ce cadre-là, il va avoir une rencontre qui sera majeure. Il rencontrera un producteur de génie qui s'appellera Rick Rubin. Producteur de génie, Rick Rubin, qui était producteur d'un label de punk rock qui s'appelait Def Jam. Et un Rick Rubin qui, du fait des médiations, là je rentre pas dans les détails, va rencontrer Russell Simmons. Pourquoi c'est une rencontre essentielle dans l'histoire du rap game? C'est que Rick Rubin, qui était un producteur de génie, lui, son désir absolu, c'était de créer le son ultime, c'est-à-dire un son qui pourrait, étant donné qu'il était fasciné par la culture noire, par la musique noire, et d'ailleurs Rick Rubin, qui lui connaissait effectivement vraiment la culture noire dans son ensemble, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui connaissait quand même du Gilles Scott-Heron, qui connaissait des grands leaders noirs américains au niveau de la chanson. Lui, son rêve, c'était de faire le son ultime, c'est-à-dire le son métis ultime entre l'énergie et la subversion du rap allié avec l'énergie du punk rock. Et donc, chacun, dans une relation d'intérêt, voit justement l'avantage de s'associer. Et c'est-à-dire, Russell Simmons voit dans Rick Rubin l'intérêt, il voit le génie musical qui lui permettrait d'accéder à un maximum de public. Et Rick Rubin voit en Russell Simmons une personne qui pourrait lui permettre d'accéder justement à la culture noire et du rap. Et donc, ils font, lors de la sortie de leur premier album Run DMC, sous l'influence de Rick Rubin, ils sortent un single qui s'appelle Rockbox, qui va cartonner, qui sera le premier single rap, le premier clip rap à passer sur MTV. Et donc, et l'album qui suivra cartonnera. Et donc, cet album-là, ça va faire une gigantesque révolution dans le milieu de la musique américaine. Et à tel point que c'est Run DMC qui, après, donnera plus tard... c'est en voyant Run DMC que les chanteurs de Public Enemy auront envie de faire Public Enemy. Et en parallèle, c'est en voyant Run DMC, lorsqu'ils feront une tournée à Los Angeles, que les gens que Eazy et compagnie feront NWA et compagnie. Donc, il faut voir vraiment que Run DMC est un groupe majeur. Un groupe majeur parce qu'effectivement, il allie... c'est vraiment de la musique, du rap fait par des Noirs, mais pour des Blancs. C'est-à-dire... pas subversif, mais dans l'imagerie, mais avec des textes démagogiques, des textes sur l'ego trip, etc., etc. Et donc, ils font leur deuxième album qui s'appellera King of Rock, toujours sous l'influence de Rick Rubin, qui va cartonner encore plus.
Et puis le troisième album, voilà, qui sera fait par Rick Rubin, qui en parallèle travaillait lui sur Beastie Boys, c'est-à-dire qu'il travaillait sur un groupe, son groupe à lui. Et cet album-là, le troisième album de Run DMC qui s'appelle Raising Hell, sera multiplatinum. Je crois qu'il fera 9 ou 10 millions, je crois qu'un truc comme ça, ou 5 millions de ventes, je sais pas, mais un truc totalement inédit. Et dans ce morceau, dans cet album-là, pardon, il y aura un titre majeur qui s'appellera My Adidas. Alors, c'est un titre qui est fondamental dans ce que va être le rap après. Pourquoi? Parce que My Adidas, en fait, était un titre qui était une réponse que les mecs de Run DMC ont fait, une réponse à un afro-penseur qui s'appelait le docteur Gerald Dees. Ce docteur-là, qui était un afro-penseur américain, lui fustigeait déjà à l'époque, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui critiquaient ce rap game-là. Il faut savoir qu'il y a voilà, il y avait, c'était pas des noirs comme ça qui étaient tous comme des idiots, voilà, victimes de l'industrie du divertissement. Non, il y avait déjà l'essentiel même de la contestation noire avait déjà vu l'imposture du Run DMC. Et le docteur Gerald Dees avait fait un poème à l'époque qui s'appelait Felon Sneakers, dans lequel il critiquait cette propension des gens du Run DMC à singer les gangsters, à singer les prisonniers américains et à donner une mauvaise image justement du noir. Et c'est en réponse à cette attaque légitime de Dr. Gerald Dees que Run DMC a fait le morceau My Adidas. Or, My Adidas va s'avérer, ce titre va s'avérer décisif dans l'histoire du rap game. Pourquoi? Parce que Run DMC vont faire une tournée sur la côte ouest. Et c'est lors de cette tournée-là que Russell Simmons va rencontrer un homme majeur qui s'appelle Lyor Cohen. Alors Lyor Cohen, qui est pour moi l'un des plus gros. Rien dit. Ouais. Lyor Cohen, qui va s'avérer être le plus gros théoricien du rap. Pourquoi? Alors, il faut savoir que Lyor Cohen, qui est petit-fils de général israélien, fils de consulat, ancien analyste financier et promoteur de soirée, va proposer ses services à Russell Simmons en lui disant, voilà, moi, je peux t'amener là où tu iras jamais. Et Russell Simmons, qui est pragmatique, parce qu'il faut toujours savoir que lui, il veut faire le Motown, il veut faire le Def Jam, le Motown du rap. Russell Simmons, c'est pragmatique. Mais il y a déjà une guerre au sein de Def Jam parce que Rick Rubin, qui lui-même aussi est un juif, mais juif déclassé, c'est-à-dire juif des quartiers populaires, juif de fils d'une femme de ménage, Rick Rubin, lui, va voir d'un très mauvais œil l'arrivée de Lyor Cohen, qui lui renvoie en fait énormément toutes ces névroses. Et donc, Rick Rubin, lui, qui a une approche musicale, quasi même romantique du rap, va être en opposition déjà d'entrée avec la vision qui est plutôt, comment dirais-je, plutôt mercantile et plutôt cynique de Lyor Cohen du business. Et pourquoi My Adidas s'avère un titre majeur, c'est que toujours dans cette démarche justement d'essayer de faire porter Def Jam au plus haut, Lyor Cohen va contacter un responsable de la marque Adidas qui avait du mal à infiltrer le marché américain et va les inviter à un concert qui se passera au Madison Square Garden. Pourquoi est-ce qu'il invite ce responsable d'Adidas au Madison Square Garden au concert de Run DMC? C'est parce que à chaque fois, lors du titre My Adidas, un des rappeurs je crois que c'est DMC, un des rappeurs du Run DMC a tendance à demander à son public de prendre leur Adidas, de se déchausser et de brandir leur Adidas et ils se mettent à chanter la chanson. Voilà. Et donc Lyor Cohen, sachant ça, invite justement ce responsable qui, lui, effectivement, voyant 20 000 personnes dans un délire collectif quasi sectaire d'appropriation de la marchandise, brandir cette Adidas, va tout de suite voir l'impact important que peut avoir le rap justement dans le monde, dans la vente de chaussures. Et donc, il va aller dans la maison mère, et la maison mère, étant séduite par ce nouveau marché, va faire un contrat historique pour l'époque, d'$1 million de l'époque, avec Run DMC de sponsoring. Et donc, Lyor Cohen, véritable génie, va être le premier à comprendre que le rap game pouvait être un outil formidable, un vecteur publicitaire, etc. Voilà.
Donc, c'est le premier à avoir compris ça. Pourquoi est-ce que ça peut être un outil formidable? Parce que les gens, les consommateurs justement de basket ne le font pas justement en pensant qu'ils consomment. Ils le pensent qu'ils le font justement dans un cadre de subversion, dans un cadre de musique subversive. C'est pour ça que la douille est bien faite. Et donc, ce coup marche, mais en parallèle, il faut savoir que Russell Simmons est toujours pragmatique. Il y a le coup, c'est vrai, le sponsoring qui fonctionne de Laird Cohen, mais d'un autre côté, il y a le morceau Walk This Way, fait par Rubin, avec Aerosmith, qui marche. Et donc, et qui rapporte énormément d'argent. Donc, Russell Simmons est pris entre le coup réussi par Adidas de Laird Cohen et le coup aussi réussi musical par Rick Rubin, qui en plus en parallèle fait un succès monstre avec Beastie Boys. Et donc le dernier le coup qui va sacrer Laird Cohen, c'est le groupe Public Enemy. Alors Public Enemy, il faut savoir que moi, je fais partie d'une génération, je pense qu'on est beaucoup comme ça, à avoir grandi avec l'image de Public Enemy, groupe révolutionnaire, etc., etc. Alors, Public Enemy, c'est quoi? Public Enemy, c'est un animateur radio, Chuck D, d'une radio de campus, voilà, américaine, qui animait tous les jours, une fois par semaine, une émission très intelligente d'ailleurs, dans laquelle il relayait justement les discours d'afro-penseurs, une émission vachement intelligente. Mais le problème, c'est que à partir du moment où il va tomber effectivement sur Run DMC, Chuck D va lui aussi croire qu'on peut allier contestation et conscientisation noire avec un hédonisme de l'autre côté. Donc il va se mettre à animer après son émission en rappant, malheureusement. Et donc ce qui va se passer, c'est que effectivement le verre est dans le fruit. Je vais essayer de faire vite. Russell Simmons de Def Jam tombe du fait du succès de Chuck D, qui s'appellera du groupe de Chuck D et Flavor Flav, qui s'appellera Public Enemy, pas pour les raisons qu'on croit. Public Enemy parce que il avait une embrouille dans un salon de coiffure avec un mec. Voilà, donc c'est pour ça qu'il a appelé son truc Public Enemy, pas pour ce qu'on pourrait croire. Et donc ce groupe-là va être signé par Russell Simmons, et ça va être le fantasme absolu de Rick Rubin, qui voit vraiment un groupe qui peut allier avec lequel il pourrait faire son son ultime, c'est-à-dire intelligent, conscient, énormément de charisme, avec l'humour de Flavor Flav d'un côté, qui est un mec vachement talentueux, qui est multi-instrumentaliste, et avec le discours de Chuck D. D'autant plus qu'en plus l'imagerie est vraiment maîtrisée, puisqu'il y a au sein de ce groupe un homme éminent qui s'appelle le professeur Griff, qui lui reprend les codes des Black Panthers, avec un groupe qui s'appelle SW1. C'est-à-dire, voilà, c'est une imagerie de quatre hommes, des noirs fiers habillés en Black Panther. Et donc, ça fait un groupe explosif. Sauf que le premier album qui marche, hein, mais qui ne marche pas énormément au goût de Russell Simmons, ne marchera pas tant que ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand écart qui est fait justement entre le côté un peu révolutionnaire, un peu subversif, pas totalement assumé, parce que les gens de Public Enemy se disent bon, ils ne peuvent pas aller non plus trop loin, et l'imagerie. Et donc ce grand écart en plus qui est cadré par Rick Rubin, qui lui veut essentiellement faire de la musique et qui veut pas faire aussi la révolution. Et c'est Laird Cohen, une fois de plus, toujours dans son génie, qui va être le premier à comprendre que la subversion pouvait vendre. Et donc cet homme-là va pousser Public Enemy à aller plus loin dans la subversion, à aller plus loin dans la contestation noire, en sachant effectivement que ça sera une contestation qui sera totalement récupérée par Def Jam et derrière par Columbia Records. Et poussant, et du fait de l'influence de Laird Cohen, qui aura énormément capté que la subversion pouvait vendre, Public Enemy va faire le deuxième album, It Take a Million to a Nation to Hold Us Back, qui va cartonner. Et suite justement à ce succès, et Rick Rubin voyant dans la guerre de pouvoir avec Laird Cohen, perdant justement cette guerre-là, Rick Rubin va partir de Def Jam, et en 88, Laird Cohen sera président de Def Jam, co-président avec Russell Simmons, ravi. Et ça sera la porte ouverte au chef-d'œuvre de Laird Cohen, qui sera le troisième album de Public Enemy, qui sera Fear of a Black Planet, dans lequel il y a tous les codes
toute l'imagerie, toute l'idéologie de la contestation noire protéiforme des années 60. De Stokely Carmichael jusqu'à Angela Davis. Et le chef-d'œuvre, ça sera le clip Fight the Power, qui sera, pour ceux qui s'en souviennent du clip, une reconstitution de la marche de 63, en sachant malheureusement qu'elle est réalisée par Spike Lee, un Spike Lee qui s'était fait connaître avant par Do the Right Thing, mais qui s'était surtout fait connaître par une publicité qui avait énormément cartonné aux États-Unis pour la Air Jordan 3 de Michael Jordan. Air Jordan 3 qui sera comme par hasard porté par Chuck D. Effectivement, ce qui me fait dire que Fight the Power est l'une des meilleures, comment dirais-je, campagnes de placement de produits pour l'Air Jordan qui ait jamais existé. Car c'est bien de faire la révolution, mais en Nike c'est mieux. Voilà. Et puis, et ce qui va se passer, c'est que effectivement, porté malheureusement justement par grisé par cette illusion de pouvoir, le professeur Griff, lui, qui était un homme authentique, que Joe connaît, il en parlera d'ailleurs, un homme authentique et contestataire, lui, va commencer à prendre son rôle au sérieux, car professeur Griff, lui, est dans une dimension du rap, souvenez-vous, du rap des fins des années 60. Donc lui, il est dans la dimension du rap contestataire, du rap qui dit des choses, et voilà. Et donc, il va s'hasarder, alors tout en critiquant plusieurs sujets, on ne le reprochera pas, et il va s'hasarder à faire des déclarations antisémites. Et malheureusement, grosse polémique sur Public Enemy qui passera pour un groupe antisémite, annulation de concerts, etc., gros tollé de l'établissement. Et ce qui va se passer, ce qui doit arriver arrivera. Chuck D et Flavor Flav et les autres vont lâcher Professeur Griff pour aller après se recueillir au mémorial de l'Holocauste. C'est vrai. Et ils lâcheront Professeur Griff, voilà, un homme authentique. Donc voilà ce qu'était Public Enemy, malheureusement. Voilà. Donc ensuite, pour faire vite, il y aura après l'épisode NWA. Alors, je vais essayer de faire très très vite. NWA, c'est Jerry Heller, ancien producteur du premier groupe de Dr. Dre, World Wrecking Crew. C'est un groupe de New Jack, enfin pas de New Jack, pardon, de funk, post-funk, d'électro-funk, voilà, cherchez le terme. Pour ceux qui veulent faire rechercher, vous verrez que Dr. Dre à l'époque avait curly, avec des sapes un peu à la Star Trek. Et donc Jerry Heller, qui était producteur de ce groupe-là, donc avait déjà des bons liens avec ce Dr. Dre, va rencontrer Eazy-E, qui était un dealer de drogue notoire de Compton, et ils vont faire le groupe NWA, Nigga With An Attitude, qui est le père du gangsta rap, en débauchant Dr. Dre. C'est-à-dire, il faut savoir toujours aussi que tout ça fonctionne parce que musicalement, c'est bien aussi. C'est toujours porté par des génies. Et quoi qu'il arrive, Dr. Dre est quand même un génie musical. Et donc, ce qui se passe, c'est que donc NWA cartonne parce que Jerry Heller comprend, lui, il va comprendre que le rap, comment dirais-je, Scarfaceisé pouvait vendre. C'est-à-dire qu'il va cinématographier la violence des ghettos américains, il va la mettre en scène, tout ça pour plaire à la bourgeoisie blanche et aux kids blancs qui sont les acheteurs de NWA, tout en faisant croire, en flattant les mecs du ghetto américain. Et donc, ça va être l'explosion du gangsta rap, toujours porté en amont par un distributeur qui s'appellera de Priority Records, un homme qui s'appelle Brian Turner. Brian Turner qui est un ultra-libéral forcené et qui mettra toujours en avant, vous verrez, ce sera toujours le mec, regardez à chaque fois, vous verrez toujours Priority Records derrière le pire du rap game. C'est-à-dire, il était derrière le EPMD, après il sera derrière Above the Law, après il sera derrière Master P, etc. Et donc, NWA cartonne. Étant donné qu'un NWA cartonne, il fera la convoitise de producteurs de musique mainstream qui seront fascinés par ça. Et c'est là qu'intervient un homme très important qui s'appellera Jimmy Iovine. Alors Jimmy Iovine, qui était ancien producteur de U2, c'est le marionnettiste. C'est l'homme qui sera derrière le death row. C'est-à-dire
c'est lui qui va justement pour débaucher Dr. Dre d'un WA, va s'arranger avec Suge Knight pour fonder le label Death Row, pour débaucher justement Dr. Dre d'un WA. Malheureusement, ça se passera mal parce que Jerry Heller, lui, avait un ami qui s'appelait Mike Klein, qui était financier argentier de la LDJ, qui était qui est une organisation à l'époque qui n'était pas encore classifiée organisation terroriste. Et donc, du fait que ça se passerait, que le débauchage de Dr. Dre se passera mal, il y aura une guerre justement, une tentative de racket de la LDJ et puis avec Eazy sur Dr. Dre et Suge Knight. Donc ça va faire une guerre, etc. Avec toujours derrière Jimmy Iovine et Brian Turner, qui sera à la fois distributeur d'un WA et distributeur après de Death Row. Et donc, ce qui se passe, c'est que, Death Row a son parcours avec Suge Knight, qu'on mettra toujours en avant le noir voyou, etc., etc. Album majeur, Dr. Dre, Snoop Doggy Dogg. Et puis, en parallèle, du fait du succès de l'album de Dr. Dre, du fait du succès de l'album de Snoop, ça va titiller justement les gros producteurs de la musique mainstream et notamment producteurs de la côte Est. Un homme qui s'appellera Clive Davis, qui était par ailleurs producteur à succès de Whitney Houston avec Bodyguard. Là, on est en 94. Et lui, voyant les chiffres que fait le rap, va vouloir se lancer dans le rap. Mais en effet, le rap game est fait qu'il faut toujours mettre une vitrine black pour pouvoir le vendre à la communauté noire d'un côté et puis à la communauté blanche de l'autre, qui est toujours fascinée par le côté un peu sulfureux. Donc Clive Davis ne va pas produire directement avec Arista Records. Il va coproduire un label, enfin donner de l'argent à un ancien directeur artistique du nom de Puff Daddy, et c'est lui qui va fonder Bad Boy Records. Et avec Bad Boy Records, Puff Daddy lancera le rappeur mythique Notorious B.I.G., un Notorious B.I.G., premier album Ready to Die, qui cartonnera du fait du talent musical, des multiples musicales des gens qui participeront à l'album, du talent de Notorious B.I.G., qui était un rappeur de génie, mais aussi du fait de la force de frappe de Arista, du label de Clive Davis. Pour comment ça se passe concrètement, c'est-à-dire que il est joué dans les radios majeures parce que en parallèle, Clive Davis peut leur dire si vous ne jouez pas tel artiste, je ne ferai pas venir par exemple Whitney Houston. Vous voyez, donc c'est comme ça que ce genre de Clive Davis peut permettre des rappeurs comme Notorious B.I.G. entre autres de cartonner. Et puis il y a aussi le génie marketing de Puff Daddy, etc., etc. Du fait du succès de la côte Est et du fait du succès de Notorious B.I.G. et de Puff Daddy, ce qui était l'essor, on dirait, du rap bling-bling, hein. C'est comme ça que c'était appelé. Il va y avoir, par des rivalités, par des médiations orchestrées, par Clive Davis d'un côté et par Jimmy Iovine de l'autre, la guerre du East Coast, West Coast, entre le rap américain de l'Est et le rap américain de l'Ouest, représenté par Death Row. Et cette guerre va prendre une tournure plus importante avec l'arrivée du rappeur Tupac. Alors Tupac, c'est paradoxal parce que Tupac, c'est un Black Panther, de la lignée des Black Panthers. Des Black Panthers qui, en plus, qui à l'époque, justement, si vous vous souvenez de la révolution de palais des années 70, quand Huey Newton et quand Angela Davis plutôt et les Marcusiens prennent le pouvoir, il y a eu un schisme au sein de la Black Panther Party qui s'appelle la Black Liberation Army. C'est-à-dire, étant donné que les Black Panther Party se trouvaient la plupart du temps à Oakland et San Francisco, je crois, si je me souviens bien, eux ont migré vers New York avec justement les Shakurs. Donc, Tupac est issu de la contestation la plus forte et la plus authentique de la contestation noire. Ça, il faut toujours le prendre en considération, et lui, il l'avait toujours en considération. Malheureusement, il va avoir une tentative de récupération il y aura une récupération même effective qui sera faite par Jimmy Iovine, producteur d'Interscope et aussi coproducteur de Death Row, c'est-à-dire toujours le même problème qu'a eu Huey Newton, c'est-à-dire les femmes, la drogue, etc. Mais Tupac, chaque fois dans sa carrière, fera toujours un grand écart entre ses démons personnels et sa conscience
fondamentale de qui il était, d'où il venait et de ce qu'il voulait faire. Et donc, c'était un homme qui était torturé et malheureusement utilisé, manipulé par l'industrie du divertissement, mais énormément aimé par l'immense majorité de la communauté noire. Et donc, ce qui va se passer, c'est que après, ce qu'on nous a vendu, c'est qu'il va y avoir, du fait de la guerre des gangs, un meurtre de Tupac. Alors, on nous dira que c'est par les FBI, on nous dira que c'est Puff Daddy, on nous dira, etc., etc. Il y a une thèse qui est plus probable, c'est que Tupac, à l'époque, avait décidé de se rapprocher d'un très, très grand penseur, un très, très grand leader qui s'appelle Dr Khalid Mohammed, qui était comment dirais-je, un des plus gros leaders de la Nation of Islam avec Farrakhan, mais qui était plus extrémiste, on va dire, dans le sens occidental, et plus proche de son peuple dans le sens afro-américain. Et donc, il s'avère que Tupac était en train de se rapprocher de Dr Khalid Mohammed et qu'il ne voulait plus faire les médiations, il ne voulait plus faire, il ne voulait plus faire la compromission, il voulait faire des choses plus pour son peuple, et il s'avère qu'il s'est fait tuer. Voilà. Et donc, ce qui est bon à savoir, c'est que pendant que Jimmy Iovine toujours produit Tupac et Death Row, il produit en parallèle Marilyn Manson. Voilà. Donc il faut toujours se dire, voilà, c'est toujours un peu effrayant. Le sataniste Marilyn Manson. Donc ce Jimmy Iovine est actuellement producteur de Lady Gaga. Voilà. Toujours un peu dans les trucs un peu chelous. Voilà. Et donc. Et là, on arrive après, et après, je vais arrêter un petit peu avec les États-Unis, je vais vite revenir à la France, parce que je vois que mon grand frère, il s'agace, là. Donc, aux États-Unis, il y aura un élément majeur qui va se passer, ça s'appelle, un élément majeur, c'est ce qu'on appellera le rap de rue, le rap indépendant. Et un homme va être très important dans cette histoire-là, ce sera un mec qui s'appelle Steve Rifkind. Alors Steve Rifkind, c'est le patron de Loud Records qui lancera tout simplement le Wu-Tang et Mobb Deep. Soit tout simplement, comme je l'ai dit en étant taquin, que Steve Rifkind est le père du rap français, hein, par définition, vu l'influence du Wu-Tang et de Mobb Deep dans le rap dit français dans les années 90. Cet homme, lui aussi, ça va être un génie parce qu'il va révolutionner le rap en 4 points. Premier point, il va théoriser le rap indépendant, c'est-à-dire il va effacer tous les codes bling-bling du gangsta rap pour garder justement le côté sombre. Ce qui fait que, moi je dis que si le rap bling-bling et le gangsta rap c'est une ode à la consommation joyeuse, je vais dire que Steve Rifkind, lui, va conceptualiser l'ode à la consommation triste. C'est-à-dire toujours avec cette imagerie un petit peu sombre, mais toujours avec derrière le même logiciel et la même idéologie ultra-libérale. Donc il va théoriser le rap indépendant. Deuxième révolution qu'il va faire, c'est qu'il va lancer et créer quasiment le concept du street marketing. Le street marketing qu'on connaît un peu partout maintenant, c'est Steve Rifkind qui a été le plus grand fourvoyeur et le plus grand penseur de cette technique de marketing. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les collages, les affiches, les stickers, etc., etc. C'est lui qui va penser à ça et qui va justement adapter comment dirais-je, l'industrie ultra-libérale à sa cible. Voilà, c'est le premier à avoir compris ça. Troisième révolution, il va, à travers le groupe Wu-Tang qui comporte 9 membres, il va faire signer chacun des membres dans une maison de disques influente aux États-Unis. Donc c'est le premier à avoir pensé ça. Pourquoi ? Parce que alors qu'on pourrait penser pourquoi est-ce qu'il ne signerait pas chacun de ses 9 membres dans son label du Wu-Tang, il va comprendre qu'il va exporter, il va se servir de chacun de ses rappeurs comme cheval de Troie pour exporter sa technique de street marketing. Donc pendant que Method Man sera signé chez Def Jam, pendant que ODB sera signé chez Elektra, etc., pendant que voilà, il va comment dirais-je, il va proposer à chacune des maisons de disques son expertise du street marketing. C'est un peu le cheval de Troie. Et puis quatrième révolution qu'il fera, c'est au niveau du streetwear. Il faut savoir qu'en 92, il y a déjà une marque qui s'appelle Fubu, For Us By Us, qui est fait par des Noirs, pour des Noirs, c'est dans le titre, hein, fait pour nous, qui vont lancer, c'est vrai, le concept de streetwear. Mais lui, il va aller plus loin. Il va lancer le streetwear il va comprendre, alors que c'est une idée toute bête, on pourrait le dire maintenant, lancer la marque du groupe.
C'est-à-dire, voilà, le groupe a sa propre marque. Tout ça dans une logique de diversifier les revenus, sachant, étant donné qu'il a, comme il l'a vu dans sa première évolution, il a théorisé le rap indépendant, le rap de rue, donc qui fait logiquement beaucoup moins de chiffres que le rap bling bling, rap, on va dire, voilà, le rap de Death Row et le rap de Bad Boy. Lui va diversifier ses revenus en disant moins de ventes peut-être, mais on va comment dirais-je, compenser ça par la vente du textile. Et on verra que c'est le modèle économique qu'on reprend en France, hein, qu'on reprendra peut-être partout. Et donc, son idée de génie, c'est de mettre justement, mettre un catalogue dans le deuxième album de Wu-Tang, qui s'appelle Wu-Tang Forever, ça c'est pour Cachin. Et donc, il mettra justement des fringues, il va mettre un catalogue de fringues dans cet album-là. Et donc là, on a le rap de rue indépendant, théorisé. Le rap aussi de rue est toujours porté par des génies musicaux. RZA, Fourth Disciple, d'un côté pour le Wu-Tang, et puis porté par Avoc à Mobb Deep. Toujours un génie musical derrière, sinon ça peut pas marcher. Il faut que ça soit un peu bien. Et Mobb Deep aussi qui va théoriser le mythique beat, c'est-à-dire rythme musical, pardon, qui va théoriser rythme musical, c'est-à-dire piano, basse, violon. Voilà, c'est-à-dire ce son minimaliste qui va être énormément repris après par le rap dans son ensemble. Et donc on va arriver après, suite à l'évolution du rap, on va arriver à l'immense Jay-Z, etc., qui sera le mec qui va, pour moi, qui est le plus intelligent de tous, c'est-à-dire qu'il y a l'intelligence de Russell Simmons, l'intelligence de Lyor Cohen, l'intelligence de Steve Rifkin, l'intelligence de Jerry Heller, avec le talent de rap de Notorious B.I.G., c'est-à-dire le rappeur ultime, et qui aura, comment dirais-je, une maîtrise totale des codes, qui maîtrisera le mieux les codes du rap game. Et dont l'équivalent, on peut dire en France, c'est Booba. Voilà. C'est-à-dire le mec qui maîtrise le mieux les codes du rap US. Mais tout ça a pu se faire parce que il y a eu une loi qui a été fondamentale en 96, qui a permis à tout ça, au rap, d'exploser. C'est une loi qui s'appelle la loi Telecommunication Act, qui a été promulguée par Bill Clinton. Alors Bill Clinton le fait pourquoi? Parce qu'il le fait pour faire plaisir à son ami, gros donateur de sa campagne, qui s'appelle Jeffrey Smulyan. Et Jeffrey Smulyan, lui, par ailleurs, gros donateur de la campagne de Bill Clinton, était par ailleurs propriétaire des 2 plus grosses radios rap américaines. Il était propriétaire de Hot 97 à New York et de Power 106 à Los Angeles. Et tout ça sous un groupe qui s'appelle Emis Communication, qui veut dire vérité en hébreu. Bon. Et donc, du fait de la loi en 96, de la Telecommunication Act, cette loi va permettre justement la possibilité aux radios d'acheter d'autres radios. C'est-à-dire, ça va ouvrir la porte au trust. Ce qui était impossible auparavant. Et ça va ouvrir la porte à des fusions-acquisitions de grande envergure, notamment pour Jeffrey Smulyan, qui, à travers, justement, du fait de cette loi, va acheter énormément de petites radios locales. Ce qui fait que même le petit rap indépendant qui existait dans les villes majeures ne va plus passer dans les radios, puisque ces radios-là auront toutes ce qu'on va appeler la même playlist. Voilà, donc c'est Jeffrey Smulyan qui va lancer ça. Et effectivement, en parallèle, les grands groupes de radio comme Clear Communication, qui, voilà, c'est les grands groupes, c'est-à-dire, on va dire, le Energy, etc., des États-Unis, voyant les fusions-acquisitions de Jeffrey Smulyan, voyant le succès de ce rap game-là, vont rentrer de force, parce que ce sont des gens qui n'aimaient pas le rap, vont rentrer de force dans la programmation de ce genre de musique, et tout ça va bénéficier au rap game pour être ce que le rap est maintenant. En parallèle, on est en 88-89, on est en France. Alors en France, deuxième septennat de Mitterrand, SOS Racisme est quasiment mort parce que 89 c'est la loi anti-voile, et les mêmes personnes qui étaient pour le gentil beurre dans les années 80 vont le traiter de barbu en 89. Dans les quartiers populaires, le SOS Racisme c'est mort. Et ce qui se passe, c'est que, comme par hasard, alors moi je suis pas complotiste, mais bon, comme par hasard, à partir de ce moment-là, le rap va être mis en avant par le gouvernement de l'incroyable Jack Lang. Et donc ce qui se passe, c'est que 90, Radio Nova
représenté par Jean-François Bizot, qui était auparavant propriétaire du journal L'Actuel, pour ceux qui s'en souviennent, dont travaillait Bernard Zécry, donc qui est l'un des représentants vraiment officiels de la bourgeoisie libéralo-libertaire de gauche française, va mettre en avant, à travers Dynastie, les émissions Dynastyle, etc., qui va mettre en avant le rap à Radio Nova. Et voilà, il va y avoir la première compile Rap Attitude, qui sera lancée par un homme très important, dont nous parlera Joe plus tard, par deux personnes, Laurence Twitou et De Burtel, qui sera le producteur de cette compile Rap Attitude, qui nous lancera NTM, Assassin et Ministère Amorchi, je crois, je me souviens plus. Dadiol, etc., etc. Et donc, c'est le début du rap français. On est en 90, etc. Et donc, ce qui se passe, c'est que 90, 91, 92, le rap sera essentiellement mis en avant par les labels, justement, de Virgin, à travers de labels, qui produira IAM, Laurence Twitou, qui sera la productrice d'IAM, d'un côté, et de l'autre côté, NTM, qui sera mise en avant par Sony Epic. Alors, NTM, c'est assez marrant d'en parler, parce que NTM, il faut savoir que c'est la première escroquerie. Alors, quand je dis du rap français, alors quand je dis NTM, j'ai envie de dire plutôt Joystar, parce que j'ai un peu de... Je veux pas me mettre sur le même panier que Cool Chain. Pourquoi ? Parce que il faut savoir que... Enfin, c'était assez simple de le deviner. En fait, Joystar, son attaché de presse au début, c'est un homme qui s'appelle Franck Chevalier, qui était l'attaché de presse de, par ailleurs, Nina Hagen, qui leur fera faire leur première télé sur Canal+, mais qui était aussi l'attaché de presse de Jean-Paul Gaultier. Et il s'avère que, paradoxalement, dans le premier clip d'MTM, Le Monde de Demain, il est clippé par un homme qui s'appelle Stéphane Sednaoui, qui était le photographe, qui était un mannequin de Jean-Paul Gaultier. Et dans ce clip-là, il sera habillé par Jean-Paul Gaultier. Voilà. Donc, d'entrée, on pouvait savoir, mais nous, on n'a pas voulu voir l'escroquerie qui était mise en avant d'entrée. Mais bon. Et voilà. Et donc toujours porté par ces représentants de cette gauche qui détient les réseaux officiels de contre-culture. Alors, il faut toujours prendre en considération en parallèle que pendant ce temps-là, Joe en parlera, dans les quartiers populaires, il y a énormément de gens qui ont cru. Et c'est l'immense majorité des gens d'ailleurs qui ont cru en cette musique, qui ont cru justement à ce que le rap prétendait être, c'est-à-dire subversif, contestation, pouvoir des minorités. Et donc, il y a eu quand même ce catéchisme-là qui a énormément marché dans les quartiers, parce qu'il y a aussi... Mais malheureusement, beaucoup de gens qui ont cru, quand ils seront confrontés à ces membres de l'oligarchie, vont se rendre compte que il y a un décalage entre ce qu'ils proposent et ce qui se passe dans les coulisses à travers les De Burtel, etc., etc. Et là, on arrive en 94. 94, il y a une loi Toubon, qui est un peu l'équivalent de la loi Telecommunication Act de 96, la loi Toubon qui proposait 40% de quotas de chansons françaises dans les radios. Et il y a des petits malins qui vont profiter de cette loi en 96, du nom de Skyrock, qui vont justement profiter de cette loi pour lancer et mettre en avant du rap français. Mais leur rap à eux, le rap game, le rap comme je vous ai dit précédemment, le rap des boîtes de nuit, pas le rap de Gilles Scott-Heron, pas le rap de gens de conscience. Et donc, ils mettront ça en avant en 96, toujours évidemment en accord avec les maisons de disques, qui elles produiront du coup plus de rap, étant donné qu'elles ont un support médiatique, un support média pour que le rap puisse passer. Et c'est l'explosion du rap, 96. Premier album de Doc Gynéco, même si en 95 il y a eu l'album de NTM Paris sous les bombes. Et donc l'explosion du rap, 96, 97, 98, 99, c'est l'âge d'or du rap, l'âge d'or de Skyrock qui s'autoproclame après premier sur le rap. Mais au préalable, il faut savoir qu'il y a un mouvement indépendant qui, en reprenant les codes de représentation de Steve Rifkin, vont se lancer en France. Alors c'est des gens qui y croient, des gens intègres en général, la majorité même. Donc, on est en 95, il y a la Clica, les Sages Poètes de la rue, 96, les Deux Balles de Nègre, il y aura tout simplement Noir, etc., etc., etc. Donc, il y a un mouvement indépendant qui est en train de se faire en parallèle. Il y a déjà quand même un schisme
entre le rap indépendant, mais malheureusement d'inspiration Rifkind, avec le rap de Skyrock, qu'on pourrait dire maintenant, qui est le père du rap game. Et donc, ce qui est amusant à constater, c'est que 97, c'est l'arrivée effectivement du Parti socialiste au pouvoir après la cohabitation, et qui correspondra en effet avec l'explosion du rap game de Skyrock. Voilà, il faut toujours voir un petit peu les analogies. Vous verrez, ça sera toujours une constante. Et ensuite arrive une première révolution, la deuxième révolution qui se passera. Je vais faire vite, c'est la révolution de Time Bomb. Time Bomb arrive. Time Bomb, c'est une révolution qui est faite par deux mecs, voilà, Booba, et qui avait commencé déjà danseur dans le groupe La Clica. Et oui, danseur, oui. Et Booba et Hill des X-Men. Alors pourquoi révolution? Pas parce qu'il rappait mieux que les autres. Booba révolution parce que c'était Booba et Hill sont les premiers à avoir capté et à avoir, comment dirais-je, oui, vraiment capté la musicalité anglaise, anglophone en fait, américaine, à tel point qu'en écoutant les textes de Booba, on sent quand même une traduction littérale des textes américains en texte français, en fait, voilà. Voilà, exactement. Mobb Deep, reprise des phases de Mobb Deep, reprise des phases de Notorious B.I.G., etc. C'est pour ça, en fait, qu'ils font la différence. Pas parce que c'est les meilleurs rappeurs, mais parce que déjà, ils sont bilingues. Voilà, tout simplement. Et voilà. Et donc, il y a la révolution. Bon, là, je schématise. Hein. Il y a quand même une révolution sonore derrière. Il y a Que c'est, etc. Oui, il y a Oxmo. Attends, mais genre, je vais y revenir à Oxmo. Oxmo, je le mets à part. Ouais, Oxmo, je le mets ailleurs. Oxmo, je le mets vraiment dans une dimension artistique, parce que quand Oxmo, par exemple, fait de la fiction, il appelle Pulp Fiction. Tu vois. Donc Oxmo, d'entrée, a toujours, lui, quand il faisait de la fiction, il mentait pas aux gens. Il montrait que voilà, c'est de la fiction, c'était beaucoup d'humour, alors que quand on écoute, par exemple, le Crimpé, il n'y a pas de fiction dedans. Il n'y avait pas de recul, cette distanciation avec la réalité qu'on peut retrouver. Comment? Ils sont deux avec Booba, mais ça s'appelle Pulp Fiction, tu vois. Voilà, exactement, mais il dit fiction, tu vois. Il dit pas, c'est pas, genre, c'est la réalité, que, tu vois, je tire sur 50 mecs, etc., etc. Donc, il y a cette révolution-là qui se passe. Et puis après, le temps, voilà, il y a les années 50 qui arrivent en 2001, toujours produit par Jimmy Iovine. Les années 50 qui arrivent en 2001, c'est assez amusant à constater que les années 50 arrivent au moment où George Bush arrive au pouvoir. C'est-à-dire que il y a toujours cette analogie en fait entre un rappeur américain, un rappeur comme 50 qui d'un côté prône une idéologie ultra-libérale totalement qui rentre totalement dans le cadre idéologique de George Bush, et d'un autre côté une imagerie, on va dire, grosso modo racailleuse, qui elle aussi sert les intérêts du pouvoir. Et il va se passer la même chose en France avec l'arrivée de Sarkozy en 2002, qui va 2007, non, mais mais ce ministre de l'Intérieur en 2002, pour moi il arrive au pouvoir en 2002, hein, tu vois. Voilà, donc parce que nous on a dans le rap en fait c'était Sarkozy le grand méchant qui d'un côté les années Sarkozy vont faire l'essor du rap de rue. Et en parallèle, pourquoi aussi? Parce qu'il y a un truc qui n'avait pas été prévu, c'est qu'en 2001 il y a le 11 septembre. Le 11 septembre qui est très mal perçu dans les quartiers parce qu'il y a quand même une stigmatisation des musulmans dans les quartiers, qui fait que la plupart des mecs dans les quartiers qui étaient à fond dans le Peura vont quand même avoir un anti-américanisme, un rejet sur l'américanisme, et qui va pousser à une revendication d'un rap authentiquement français. Donc il va y avoir aussi le 11 septembre qui va paradoxalement créer le schisme idéologique au sein du rap. Voilà. Et donc on arrive actuellement maintenant au gouvernement Obama aux États-Unis. On arrive en France, voilà, au gouvernement Hollande, où c'est la victoire totale de ce rap game-là, du moins financièrement, du moins au niveau de la visibilité, où ce rap game-là est partout. J'appelle ça du rap warholien, c'est-à-dire qu'on entend dans les génériques des télévisions, dans la manière de s'habiller, dans la manière de parler, etc., etc. C'est ce paradigme ambiant, porté par les mêmes gens qui ont apporté l'idéologie Séguéla, porté par les mêmes gens qui ont apporté l'idéologie Friedman, c'est-à-dire qu'une idéologie publicitaire appliquée aux quartiers populaires, donc un outil de conversion des quartiers populaires à cet ultralibéralisme d'un côté, et donc on arrive à la croisée de chemin où il y a
malheureusement avec justement des gens comme Jay-Z d'un côté et puis Booba à la fouine de l'autre, où il y a une telle différence entre Booba à la fouine, ce qu'il prône, et ce que prônent des rappeurs indépendants, et la même chose aux États-Unis, qu'on peut même plus dire maintenant qu'ils font la même chose. Et je pense que c'est pour ça que c'est important maintenant d'essayer de dénoncer, moi c'est ce que j'essaye de faire, parce qu'il y a eu comme des dossiers qui ont été déclassifiés, j'essaie de faire un travail historique, donc essayer de dénoncer ce rap game-là, tout en essayant de mettre en avant, en tout cas je pense que la solution de demain, c'est de mettre en avant, en tout cas au niveau du rap, hein, le rap authentique, intègre, qui lui, dont les racines, n'oublions pas, vient de la souffrance du peuple noir et vient en plus, et a toujours existé, et existait déjà même avant même l'officialisation de la Zulu Nation. Donc, je pense que le rappeur de demain, il aura deux questions, et là je termine sur ça. Le rappeur de demain, il aura une question plutôt importante à l'avenir, c'est pour qui est-ce que tu rappes? Est-ce que tu rappes pour toi ou est-ce que tu rappes pour les autres? Si tu rappes pour toi, dans une dimension d'hédonisme, essayer de s'en sortir, essayer de gagner de l'argent, essayer de rentrer dans une dimension qui fera que tu seras totalement récupéré par l'industrie du divertissement, tu seras toujours consubstantiel à l'acte d'achat, je pense que tu vas avoir du mal à pouvoir tenir le grand écart entre ce postulat de départ et ce que tu veux faire à l'arrivée. Parce que si on regarde l'origine du rap, du vrai rap, du rap de J. Scott Heron, du rap de Delas Poet, du rap de Hubert Brown, c'était un rap pour les minorités. Les gens rappaient pour quelque chose. Les gens rappaient pour faire passer un message. Ils rappaient pas pour les boîtes de nuit, pour danser, etc. etc. Ça, il y a de la musique pour ça. Mais le rap, à la base, c'était une manière de lutter, une manière de combattre, de manière ludique, et une manière d'essayer de réveiller les consciences. Et donc, la deuxième question, c'est si tu rappes pour les autres, ça va être compliqué. Si tu rappes pour toi, ça va être compliqué, mais je pense qu'il faut que tu te poses cette question-là, essayer de rapper pour les autres. Et donc, c'est pour ça que moi, à travers cette conférence et tout, j'essaye de tendre la main. Moi, je passe un message à ceux qui nous regarderont, parce que je sais que moi, j'ai plein de mecs, des gens connus du rap game qui m'appellent. Moi, c'est d'essayer de leur tendre la main, d'essayer de leur dire que le grand écart, c'est plus possible. Parce que là, on est malheureusement dans une logique de guerre face à l'oligarchie, parce qu'on est véritablement en guerre. Et dans une guerre, il y a, c'est vrai, ceux qui ont peur, en effet, mais il y a les collabos et les résistants. On ne peut pas continuer comme ça avec Skyrock, avec les Inrock, avec etc., avec à mettre toujours en avant ce rap qui envoie les petits frères dans les quartiers au casse-pipe. Je parle même pas par rapport aux femmes. On peut pas continuer comme ça avec des textes qui pervertissent l'islam. Enfin, entre autres, je veux dire, on est obligé. Mais je sais qu'il y a des gens en plus en face dans Rap Game qui sont de bonne volonté. J'en connais plein. Je dis pas que c'est tout. Je ne dis pas ça. Mais je dis, on ne peut pas continuer comme ça. Donc la solution, entre autres, c'est essayons à ce moment-là d'avoir notre propre réseau de distribution. L'exemple du donné l'a démontré que c'était possible, d'avoir des réseaux parallèles, d'avoir nos radios. Ouais, tu vas parler. D'avoir nos labels, d'avoir cela. Mais voilà, moi mon message c'était ça, et je vais m'arrêter là et je vais passer le message à...